Au-delà de la peur de Skynet et que l'intelligence artificielle va tous nous tuer, ce qu'il faut bien se dire, c'est surtout au niveau des GAFAM, que ce soit Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple maintenant, et toutes ces entreprises un petit peu moins colossales qui investissent des sommes faramineuses dans l'intelligence artificielle pour ne tout simplement pas louper le train, il faut bien se dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, on ne vous parle que des puces, on ne vous parle que des semi-conducteurs, on ne vous parle que des producteurs de serveurs, de mémoire, etc., qui vont profiter, bien entendu, de cette première phase d'investissement. Il y a d'autres phases d'investissement et, in fine, si l'IA, en effet, délivre ce qu'elle doit délivrer, c'est essentiellement les services qui vont l'utiliser et qui vont produire un certain nombre de contenus avec cela et qui vont également pouvoir en profiter. Mais ça, c'est le long terme. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qu'un ami m'a dit dernièrement, c'est justement qu'on doit ne pas surestimer à court terme les profits de l'intelligence artificielle, mais concrètement, on sous-estime très fortement certainement ses ramifications et ses implications et ses profits à long terme. Quelque part, c'est la même idée qu'avec Internet. Dans les années 2000, si vous voulez, il ne faisait absolument aucun doute que Internet allait révolutionner le monde. C'est juste qu'on avait surestimé à très court terme le temps que ça allait prendre, mais on avait sous-estimé encore, on n'imaginait même pas ce que ça allait devenir, et que même donc Internet permettrait in fine l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour moi, le raisonnement est le même. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer, si vous voulez, sur les investissements qui sont nécessaires. Le fait qu'on a énormément de colosses qui représentent 30% de la capitalisation boursière mondiale aujourd'hui, quand on prend tous les GAFAM, et qui sont en train d'investir des sommes folles dont on ne se rend même pas compte que ça peut représenter, si vous voulez, des budgets d'armement et des budgets d'infrastructure, donc tout ce qui est électrique, tout ce qui est construction de nouvelles centrales, etc., pour de nombreux pays. Et on a des entreprises qui ne sont donc pas des États et qui sont dans la capacité aujourd'hui de dépenser ces montagnes énormes. Donc la question, si vous voulez, c'est que, in fine, comme pour le métaverse, est-ce qu'à un moment donné, à court terme, le marché va prendre peur et se dire que ces entreprises-là sont en train de dépenser un trésor de guerre qui, in fine, ne va pas rapporter ou moins rapporter ce que l'on croit, tout du moins à court terme, voire moyen terme. Et c'est ça qui fera éventuellement chavirer ces colosses, éventuellement au pied d'argile. Ça serait finalement que l'on doute de leur capacité d'investir leur trésor de guerre à bon escient. Aujourd'hui, bien entendu, nous n'avons pas suffisamment de recul pour le savoir, mais s'il y a un risque sur les marchés, c'est celui-ci. Et ça fera partie du narratif éventuellement quand le marché voudra utiliser ce prétexte-là. Il utilisera ce prétexte-là de la même façon qu'il a utilisé pour Meta et son métaverse, qui dépensait des sommes folles et à un moment donné, on a réalisé et on a voulu trancher en disant que ça servait à rien et que donc l'entreprise se mettait en péril. Elle a fait depuis sa remontada en reprenant l'investissement dans l'intelligence artificielle au lieu du métaverse. Mais in fine, en n'abandonnant pas le métaverse. Mais l'idée, quelque part, va être la même. Mais je ne veux pas pousser là-dessus, parce que pour moi, si vous voulez, le pari que font aujourd'hui les GAFAM sur l'intelligence artificielle, je ne suis pas compétent pour juger, et je pense qu'on ne pourra pas juger avant plusieurs années. Par contre, ce qui pour moi m'importe en tant qu'investisseur, c'est qu'est-ce qui a un petit peu plus de sécurité de fonctionner. En règle générale, si vous voulez que l'intelligence artificielle fonctionne ou ne fonctionne pas, qu'on se rende compte que ça a un retour sur investissement intéressant ou pas du tout, qu'on peut pousser beaucoup plus loin ou pas, ça fait partie de l'impondérable, ça fait partie des choses où vous allez trouver autant d'avis que d'analystes, que de personnes qui vont les émettre. Pourtant, et ce qui pour moi est le plus important, c'est que dans tous les cas, que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut des puces. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut investir justement pour construire les serveurs. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut l'énergie pour pouvoir pousser justement toute la réflexion et faire fonctionner ces IA en permanence. Et cette énergie, il faut la produire. Donc il faut des centrales, donc il faut des minerais, il faut des métaux, il faut potentiellement plus de solaire, plus d'éolien, plus de géothermie, plus de barrages, plus de centrales nucléaires, plus d'uranium, mais également plus de pétrole et plus de charbon, puisque on le sait,
On manque d'énergie, la population mondiale, certes, est vieillissante, mais dépense de plus en plus d'énergie, et on utilise un certain nombre de technologies aujourd'hui qu'une classe moyenne qui est toujours en essor mondialement parlant, et notamment dans les émergents, va vouloir utiliser sans se soucier des normes ESG. Et à partir de ce moment-là, donc, même le charbon a encore de nombreuses années devant lui, justement pour jouer de compensation en attendant qu'un certain nombre d'énergies renouvelables puissent compenser. Mais ces énergies renouvelables, pour les produire avant qu'elles soient vertes, elles sont sales. Il faut des minéraux, il faut des métaux, il faut aller les chercher dans le sol. Et pour ça, il faut des foreuses. Tout cela, ça marche au diesel. Mais tout cela également, ça demande énormément d'eau dans sa production. Quand vous forez une mine, etc., c'est beaucoup d'eau. Quand vous allez construire des panneaux solaires, etc., c'est beaucoup d'eau également. Donc, in fine, si vous voulez, tout ce boom de l'investissement de l'IA, l'impondérable, c'est de savoir, est-ce que ça va réellement nous apporter quelque chose? Est-ce que c'est vraiment le futur? Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Est-ce que ça va vraiment changer le monde? Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne changera pas notre besoin en énergie, même ça va le mettre en exponentiel. Ça ne va pas changer notre besoin justement en investissement dans les infrastructures de réseau, les infrastructures justement de logistique et d'énergie, et de stockage de cette énergie, et de recyclage, et in fine donc d'utilisation de toutes les matières premières, parce qu'on remplace certaines matières premières justement hydrocarbures non renouvelables par d'autres qui sont des métaux. Donc, in fine, d'un point de vue d'investisseur, et je ne suis pas là pour faire de la démagogie, le pari de l'intelligence artificielle, c'est finalement un peu plus de conviction pour aller chercher justement ce qui va marcher, c'est-à-dire c'est un besoin de plus d'énergie, une énergie qui devient de plus en plus chère, et un besoin d'aller toujours chercher plus profond et donc de manière plus chère un certain nombre de minerais, et donc un besoin d'infrastructures, d'ingénierie, de services et de machines, outils qui vont permettre d'aller chercher ces minerais, jusqu'à ce que Elon Musk, évidemment, nous apprenne qu'il est parti pour aller miner directement une comète. Mais voilà un petit peu dans cette idée, et vous rajoutez à ça la géopolitique, le fait qu'un certain nombre de matières premières sont stratégiques et qu'un certain nombre de pays sont en train de faire copain-copain, de donner de l'emprunt à certains pays, mais pour juste échanger un certain nombre de minerais et les coincer un petit peu. On est dans ce jeu-là actuellement, où aujourd'hui, les métaux sont finalement la guerre de demain.